Et j'ai fait partie du réseau SLAFnet que Marie-Pierre dirige et dont on a parlé ce matin. Et ce qui me donne un plaisir immense parce que justement dans ce réseau, la plupart des questions dont on a parlé dans ce colloque ont été et continuent d'être traitées dans ce réseau. Je voudrais aussi dire que j'ai décidé de faire les choses un petit peu différemment de ce qu'ont fait les directeurs de séance parce que je n'ai pas voulu regarder nécessairement les points communs, faire une synthèse. Ce que j'ai décidé de faire, c'est une synthèse de chaque papier, ce qui était une très mauvaise idée, parce que je me suis retrouvée avec 32 pages que j'ai dû réduire à 10. Mais ce qui m'intéressait vraiment là-dedans, c'était de regarder dans le détail la spécificité de chaque papier. Et malgré ça, je ne pense pas que je leur ai rendu hommage. C'est pour ça que j'inviterai les panélistes à compléter sans faire de nouvelles présentations. Et donc, ce panel regroupe 7 articles que je dois présenter en 20 minutes, qui articulent les constructions mémorielles sur diverses zones géographiques et à des époques différentes, bien sûr. Et ces communications nous invitent à voir comment les identités imbriquées, conflictuelles ou unies, ont un impact sur divers groupes socioculturels, d'une part, mais aussi de la façon dont ces diverses mémoires sont transmises. Donc, on travaille plutôt sur la mémoire, mais vous allez voir aussi de quelle manière l'histoire intervient. Je travaille sur les deux, donc je refuse toujours de faire un distinguo cassé, essentialiste de ces deux parties. Donc, la première communication est celle de Mamadou Dramé, de l'université de Cheikh Anta Diop, Sénégal, et s'intitule « Les traces de la mémoire, l'esclavage dans la musique au Sénégal, entre idéalisation et transmission ». Et cette communication a pour but de démontrer de quelle manière la traite transatlantique apparaît dans les chansons et dans la musique sénégalaise et comment cette histoire est construite autour d'un retour en pays natal et d'une résistance des femmes sénégalaises. Et bien sûr, la question de l'esclavage présente dans la société sénégalaise apparaît parfois, nous dit Mamadou, de façon surprenante sur la scène publique. On a vu par exemple l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade appeler son successeur Macky Sall descendant d'esclaves. La question interpelle aussi les chercheurs qui organisent une conférence en 2019 à Dakar, avec le soutien d'un certain nombre d'organismes internationaux. Et les musiciens se sont emparés de la question. On a vu une dénonciation de la traite transatlantique par les musiciens sénégalais. Cette communication, donc, de Mamadou se penche sur les textes de musiciens sénégalais et d'après Mamadou, on voit aussi des musiques et musiciens dans ces musiques et dans ces textes une volonté de sensibiliser et transmettre cette histoire. Donc Mamadou examine donc pour ce faire la chanson comme expression de la souffrance des Noirs. En fait, tous les mots que j'utilise, la terminologie, je la prends des textes directement, avant que vous me jetiez la pierre. La question de l'esclavage n'est pas occultée, mais enseignée. Les séries télévisées, les romans, les programmes ont fait une part importante à la question. Dramé souligne que les jeunes se rendent à Gorée pour la plage, mais aussi car c'est un lieu de mémoire, donc c'est quelque chose qui a été intégré. Il explique que la génération précédente était déjà imprégnée de cette histoire au travers de la musique nord-américaine. Par exemple, Agathe Guignaka a dressé un inventaire intéressant des musiques qui retracent cette histoire. Les termes principaux sont le vécu, la souffrance et le lien à la terre natale dans toutes ces chansons. S'ensuit alors un, et je cite, « devoir de mémoire et de transmission ». C'est en tout cas ce que le chanteur sénégalais s'attelle à faire, informer, sensibiliser, mais aussi enseigner ou transmettre. C'est par exemple Youssou N'Dour dans la chanson Dem qui dit, je cite, « Le passé est révolu, mais ça ne m'empêchera pas de me mémorer. Nos ancêtres ont souffert à cause des Blancs. » Ce passé a un impact sur le présent. Il y a, semblerait-il, un, je cite, « glissement sur le présent ». Alors, en effet, ce passé douloureux a conduit à une désocialisation. Et Dramé avance l'idée des personnes que ces personnes sont, je cite, transformées en acculturées. Ce qui a amené Youssou N'Dour à mettre en garde contre un oubli de ses origines et l'importance de la culture ancestrale. Les survivances de ce passé
doivent aussi être transmises au même titre que les coutumes des civilisations africaines. Pourtant, Dramé souligne que la société Wolof était hiérarchisée. Alors, maintenant, je fais attention quand je dis Wolof, mais encore une fois, je reprends les termes. La société Wolof étant hiérarchisée, les inégalités perdurent. Il mentionne sur ce point précis Abdoulaye Bara Diop. Cette hiérarchisation a été mise en compte d'une certaine manière par la colonisation, mais elle existe tout de même, avec en haut les aristocrates, puis les hommes libres, y compris les nobles, viennent ensuite les familles artisanales, puis les griots, et en bas les pauvres, les esclaves, etc. Donc l'esclavage n'est pas seulement lié à la traite transatlantique, on l'a bien compris. Dramé mentionne le distinguo que fait professeur Ibrahim Atioub entre esclavage et les traites, dans ces contextes de hiérarchisation. Donc, l'esclavage, il en a parlé à la fin de la présentation, donc je ne vais pas revenir dessus. L'esclavage est aussi une expression de richesse et de puissance. Et je cite encore prof. Dramé, qui dit « C'est pourquoi avoir des esclaves n'était pas forcément un symbole de persécution en Afrique traditionnelle, puisque les captifs étaient intégrés dans les familles et parfois même en portaient le nom. » Fin de citation. Il note que le discours sur l'esclavage est surtout porté par les hommes, mais les femmes sont évoquées. Il s'agit notamment des femmes d'Ender qui apparaissent souvent dans ces chansons. Ces femmes qui avaient choisi de s'immoler plutôt que d'accepter d'être assujetties. Donc la figure de la femme est une figure de résistance. Voilà la première communication. La seconde est celle de François Lechby, Université de Guyane. Et pour Lechby, les citoyens de la forêt que sont les marrons, comme le définit François, appartiennent à plusieurs groupes socioculturels. Leur histoire est bien sûr liée à l'Afrique, à la captivité, à la traite transatlantique. Donc cette communication se penche tout particulièrement sur les Aloukou. Leur histoire est intimement liée à celle des mouvements de rébellion au Suriname entre 1765 et 1776. Les Aloukou étaient parmi les leaders de ces rébellions. Ils luttent contre le pouvoir colonial, étendent la Maroni, et finalement, l'État colonial français reconnaît le groupe en 1860, 12 ans après l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises. Cela fut une première parmi les afro-descendants, d'après François, des Américains. La singularité de ce groupe vient aussi de la manière dont les croyances sont basées sur les mythes et l'importance du pouvoir de la forêt. François, s'inspirant des travaux de chercheurs en études mémorielles comme Paul Connaughton, notamment, explique que l'histoire des Aloukou est une histoire qui a laissé une place importante à l'oralité, et cette transmission de la mémoire est une mémoire corporelle, comme l'entendent Connaughton et Fernandez. Et de là découlent certaines questions quand même. Comment les constructions corporelles, c'est-à-dire les langues, les gestes, les techniques et les croyances Aloukou, participent-elles à la transmission de connaissances ou la perpétuation des pratiques noires marronnes dans l'espace guyanais? Lechby explore en profondeur cette idée de corps-mémoire dans l'espace Amazonie de Guyane. La production artistique et notamment la mise en scène du corps Aloukou, le rôle que jouent les conceptions corporelles dans la transmission en milieu Aloukou. Et donc le premier point important est la multiplicité des identités Aloukou. On est guyanais, français, européens, amazoniens, sud-américains et afrodescendants. L'identité et la transmission de leur histoire est une priorité pour les Aloukou. C'est cependant l'identité afrodescendante qui est explorée dans cette communication, mais souligne l'auteur, il faut tenir compte de la place que cette identité a au sein de l'espace amazonien, en Guyane en particulier. Donc François note que toute recherche sur les Aloukou est assez difficile car les pratiques sociales ne sont pas évidentes à percevoir. Et la méthodologie choisie par le chercheur est basée sur une série d'entretiens semi-directifs et avec une certaine est faite en milieu urbain et ruraux. Donc il y a une partie dessus que je n'ai pas le temps de développer. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a dressé un profil des interlocuteurs avec lesquels il a dialogué et classifié les sources de savoir en 5 groupes. En tout cas, ce qui ressort, c'est que le corps, nous dit François, est, je cite, le corps Aloukou en particulier, est un lieu par excellence de réinvention de monde nouveau en Amérique.
Le corps est un lieu de résistance, comme l'a montré l'historien et l'histoire des afrodescendants. Le corps était aussi un espace de production artistique. François démontre que l'art doit être compris au sens large, l'art de dire, l'art de mettre en scène, l'art de porter en son corps une histoire. Le corporissage, c'est difficile pour moi parce que le terme en anglais est beaucoup moins difficile à porter. En tout cas, le corporissage qui inclut le rôle du corps dans le partage des savoirs. Bien sûr, l'art inclut la représentation picturale et scripturale, comme le montre le tembe. Alors, le tembe, pour reprendre la définition d'Antoine Lamouraille, se compose de deux mots, ten qui signifie temps et membe qui renvoie à la conscience, la pensée. De nos jours, le tembe est commercialisé. C'est un art que l'on présente aux touristes. D'autres arts mettent en scène le corps et articulent cette idée de mémoire corporelle. Donc, il s'agit notamment des danses marronnes qui sont accompagnées d'instruments particuliers comme le kawa, instrument dit corporel. Pour conclure cette communication de François, l'auteur souligne la valeur du corps dans l'espace Aluku, la manière dont le corps est un espace de conservation de la mémoire. J'ajouterai de conservation de l'histoire. Troisième communication nous vient de Marie-Elena Lomuno, Université de Besançon, qui est en ligne. Et il s'agit de la traversée de l'Atlantique en bateau négrier, une mémoire portée par la chanson populaire en Guadeloupe. Alors, l'histoire de la traversée atlantique a été oubliée, d'après Marie-Helena, en Guadeloupe. Si les captifs entassés dans des bateaux apparaissent dans les manuels scolaires, l'expérience du captif et sa mise en esclavage est traitée de manière très particulière. La question mémorielle en Guadeloupe est troublée dès les années 80, lorsque l'on passe de la célébration de Schœlcher, Victor Schœlcher, l'abolitionniste, aux revendications nationalistes qui conduisent à se tourner vers d'autres héros locaux. Il y a dès lors une relecture du passé et donc une nouvelle construction mémorielle. Et ces luttes et changements apparaissent dans les chansons populaires et le captif africain devient une figure centrale dans les mémoires de l'esclavage, en tout cas en Guadeloupe. Marie-Helena s'appuie sur cette étude sur 4 titres entre 1980 et 1992 et les artistes sont guadeloupéens dans la trentaine et il s'agit de Luc Hubert Séjor, Éric Cosac, Joël Nankin, Patrick Saint-Éloi. À part le patronyme Saint-Éloi, les 3 autres sont des noms qui ont été donnés aux affranchis de 1848. Donc leur histoire est utilisée par ceux qui soutiennent la cause nationaliste. Ils sont basés à Paris, en tout cas Séjor et Cosac sont basés à Paris. Ils ont assisté à des réunions des associations générales des étudiants guadeloupéens et aux réunions de l'Association générale des travailleurs anti-guyanais. Et en Guadeloupe, donc il y a vraiment un contexte politique là, et en Guadeloupe, au même moment, on assiste à la montée du mouvement nationaliste et des groupes tels que le mouvement Kiltirel, Akio et le groupe Kassav, qui intègrent cette histoire dans leurs écrits. En 1980, Luc Hubert Séjor sort un morceau qui décrit un voyage, et notamment un bateau parti du Congo qui arrive en Guadeloupe. Cosac, en 80-82, invite dans sa chanson les Caraïbéens à s'unir car les ancêtres ont effectué un voyage qui les a dispersés dans divers territoires. Le thème essentiel de ces chansons est la tristesse, la souffrance, la traversée pénible de l'océan. On insiste aussi sur l'identité afro-guadeloupéenne. Marie-Helena note que, et je cite, « Chanter et danser l'Atlantique met en exergue une mémoire qui est entre cristallisation et ouverture. » J'explique. Cristallisation d'un passé douloureux, un passé historique douloureux, connu, et ouverture vers une mémoire inclusive. C'est-à-dire, on retrouve chez Patrick Saint-Éloi un point important, il appelle les captifs, dans ses chansons, à transcender la douleur de la traversée atlantique. En conclusion, Marie-Helena démontre que la chanson populaire guadeloupéenne des années 80 répond finalement à un besoin populaire de faire renaître le passé, mais d'une manière créative. La chanson populaire a aidé à la construction mémorielle et à la diffusion d'une pensée. De fait, la chanson populaire demeure un outil social qui permet d'unifier divers éléments de la société guadeloupéenne. 4e communication vient de Nanjua Njangeram. Et je disais, on parlait de son prénom plus tôt en disant qu'il ressemble un peu à des prénoms camerounais, mais bon, c'est pas grave. Donc en fait, il est de la famille. Alors, elle s'intitule « État des lieux du patrimoine culturel lié aux esclavages au Togo ».
et elle est articulée sur 3 points principaux, mais j'ai choisi de vraiment traiter des 2 derniers points. Le premier point est sur la méthodologie et la littérature, on pourra en revenir plus tard. Et ce deuxième point concerne quelque chose de très important, le patrimoine culturel produit par les esclaves au Togo. Et dans ce patrimoine culturel, on a le patrimoine culturel immobilier, que sont les établissements humains qui évoquent l'esclavage et la traite. Il s'agit par exemple de la Kouraté, qui est un quartier où vivent les Akora, les esclaves en pays Lamba. Toujours dans les patrimoines culturels et immobiliers, on a les cours d'eau. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant pour moi d'examiner ça. On n'a pas ce dont parlait, je crois, Amadou ou Jules, les sources traditionnelles. On a d'autres sources déjà qui ont été explorées. Donc, on a les cours d'eau qui servaient soit de lieux de culte, soit des endroits sanctuaires. On a aussi les rochers et les arbres qui étaient des refuges. Il y a aussi, bien entendu, les monuments, les sites, comme les greniers de grottes de Nork, Kuba, etc. Il y a plusieurs belles photos que je ne peux malheureusement pas partager avec vous. Concernant maintenant le patrimoine mobilier, il s'agit notamment d'objets dits témoins qui permettent d'appréhender, de retracer l'histoire de l'esclavage et de la traite au Togo. Ce sont des fers, des fouets, des bâillons, et ainsi de suite, mais aussi des objets que portaient les esclaves comme bagues, bracelets, mais aussi des biens tels que des tabourets qui attestaient du fait qu'un ancêtre avait acheté des esclaves. Toujours dans le patrimoine immobilier, on a des concepts liés à l'esclavage et à la traite que l'on retrouve dans les langues togolaises. La communication contient un tableau explicatif très intéressant et un deuxième tableau qui fait état des emprunts lexicaux à partir du portugais que l'on retrouve dans plusieurs langues togolaises. Le patrimoine et la toponymie sont aussi des points explorés dans cette communication. Des noms enrichis de noms d'origine portugaise et brésilienne ne sont pas rares. Da Silva, de Santos, ainsi de suite. Quant à la toponymie, elle est liée, ou ils sont liés, à une pratique qui fait que des noms sont attribués aux villages, montagnes, rivières, etc. On a qui sont liés à l'esclavage. Par exemple, Yomaboua, rivière des esclaves. Clevidonou, le couloir des esclaves. Enfin, je vais parler de la troisième partie qui est tout aussi importante. Malheureusement, je n'ai pas le temps d'explorer, mais elle concerne l'état de patrimonialisation, de préservation et de transmission du patrimoine aujourd'hui au Togo. Et cette transmission est depuis très longtemps ancrée dans la culture togolaise et notamment dans les communautés rurales et même dans certains couvents. Donc le patrimoine immobilier est particulièrement présent dans les sites à caractère religieux et l'existence des tabous et d'autres interdits ont donné lieu à une certaine protection de ces lieux immobiliers. Pourtant, la patrimonialisation reste fragile pour le reste des lieux immobiliers, notamment à cause de plusieurs points de vue, de plusieurs points qui vont de l'abandon de certains objets, de la perte de la mémoire et de l'histoire, ou au manque rigoureux de la gestion étatique. En conclusion, il y a une réelle difficulté, nous dit Djangenan, à préserver et à transmettre les mémoires de l'esclavage au Togo. L'État et les entrepreneurs de la mémoire s'en rendent compte. La solution, suggère-t-il, serait une synergie des actions. Cinquième présentation, nous avons ensuite une communication de Gaspard Lénic qui est en ligne et qui est basée à l'Université d'État d'Haïti, Institut de recherche d'études africaines d'Haïti. Et elle concerne la mémoire de l'esclavage, une rébellion picturale permanente sur les murs à Port-au-Prince. Alors, juste pour s'arrêter un petit moment, j'ai pris un plaisir immense à lire ces présentations et j'ai vraiment l'impression de ne pas leur rendre hommage, et je vous invite à les lire, elles seront, je pense, mises en ligne. La communication nous explique de quelle manière les survivances du passé et les aléas du présent sont représentés sur les murs extérieurs de l'aéroport international Toussaint-Louverture et les principales artères de la ville de Port-au-Prince. Malgré l'effet du temps et la disparition des fresques, l'on peut encore lire certaines histoires liées au passé d'Haïti, notamment l'occupation du pays par les troupes de l'ONU depuis 1994. On y voit également des antagonismes sociaux et en particulier la manière dont les évangélistes protégés par les forces en dehors d'Haïti contestent et même renient la mémoire du passé d'Haïti, allant jusqu'à dénigrer les héros de l'indépendance haïtienne.
De fait, ces peintures murales sont des lieux de mémoire, nous explique Gaspard. Les points historiques saillants représentés sont l'esclavage, la lutte contre l'assujettissement, les années de dictature de Duvalier. L'agentivité des esclaves est mise en lumière à travers des couleurs vives, fortes de ces fresques. Une réécriture de cette histoire se fait au travers de l'art et des fresques dès 2004. Ces fresques soulèvent aussi un certain nombre de questions que Gaspard tente de répondre. Le premier point est la production, et que la production n'est pas le fait unique d'une personne, d'un artiste en particulier. Elle est le reflet d'une société en mouvance, mais elle signale aussi les changements bien particuliers et les préoccupations de chaque quartier. Présent et passé sont en constant dialogue dans ces murales. Alors, on peut se demander qui finance cette production. Gaspard nous explique que les résidents des quartiers participent eux-mêmes à l'érection de ces murs, qu'il s'agisse d'œuvres collectives. Pourtant, un changement significatif apparaît. L'État a fait appel à des plasticiens professionnels. Des thèmes tels que la résistance, la rébellion face à l'esclavage à Saint-Domingue demeurent. Ces images allient passé et production artistique particulière en ce qu'elles célèbrent la peinture naïve et la culture vaudou. Le pouvoir en place, le pouvoir étatique, prend bien soin de commissionner ce genre de travail au moment opportun, c'est-à-dire au moment festif, etc., dans une tentative de légitimation du pouvoir étatique. Et cette description picturale du passé n'est pas abstraite. Par exemple, on pourrait l'imaginer, ça pourrait être tout à fait abstrait, mais par exemple, la fresque de l'aéroport présente, et là aussi on a des photos que je ne peux pas partager, présente un glorieux nègre marron portant une torche allumée. En fait, l'image du nègre marron domine la plupart des fresques que l'on retrouve dans divers quartiers. Il s'agit bien entendu d'une référence au marronnage et à la résistance à l'esclavage. Gaspard apporte des éléments explicatifs plus détaillés sur la question du marronnage qui débute dès l'occupation européenne, espagnole, française, etc. Donc, la figure du nègre marron est utilisée en 1989, par exemple, aux Nations Unies pour illustrer l'article 4 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et la relative à l'interdiction de l'esclavage. D'autres commémorations mettent en lumière l'importance de l'insurrection et en particulier la cérémonie de bois caïman qui symbolise le pouvoir de ceux qui sont en bas de l'échelle sociale. Tout n'est pas lisse dans cette représentation, nous dit Gaspard. Voilà ce qu'il dit. Ces représentations font l'objet d'un double affrontement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a le haut et le bas de l'échelle sociale, mais aussi l'intérieur et l'extérieur étant la domination et l'exploitation venue de l'extérieur. Ces murs sont aussi des moments de confrontation politique, malgré la récupération par le pouvoir du message du peuple. Le texte conclut sur un certain nombre de points, j'en ai relevé que quelques-uns. Depuis 1986, les artistes s'attellent à représenter des voix rebelles de l'histoire d'Haïti par leur production artistique, sublimer, élever la question. Cette redéfinition et production continue devient de fait une galerie en quelque sorte permanente, mais dont la production est en mouvance. Ces murs sont aussi des lectures politiques du présent transmises à un grand nombre. Par exemple, on voit l'ancien président, Aristide, ancré dans le présent. Aristide, nous rappelle Gaspard, fut le dirigeant qui a réclamé restitution et réparation et qui fut obligé de trouver refuge en République centrafricaine après un coup cautionné et supporté par la France et les États-Unis. Avant-dernière présentation, le cheikh Mouhamadou, qui est à l'université Hassan Sek, c'est Ziguinchor, Sénégal, qui nous parle de la représentation de l'esclavage des Noirs dans la littérature francophone d'Amérique et de l'océan Indien, une étude comparative des traitements romanesques. Alors, je souris parce qu'il y a des présentations qui étaient plus difficiles à condenser que d'autres. J'ai essayé. Le premier constat fait est que les représentations littéraires francophones de l'esclavage viennent pour une vaste majorité d'auteurs issus de la Caraïbe, Martinique, Guadeloupe, Haïti, et ces écrits sont intimement liés au pont qu'ils établissent entre cette histoire, leurs identités et la mémoire des peuples caraïbéens. Le deuxième constat est qu'il existe une production qui présente une représentation de l'esclave des Noirs en Afrique et dans l'océan Indien, et cette production vient d'Amérique du Nord francophone, notamment du Canada.
Le troisième constat est qu'il existe tout de même une production venue d'auteurs d'Afrique subsaharienne, du Maghreb et des îles de l'océan Indien. Et cette communication examine donc ces représentations littéraires. Il semble important de souligner que l'Afrique subsaharienne est un lieu de départ pour la plupart des esclaves, tandis que l'Afrique est un lieu de départ pour ce qui concerne les écrits venus du Maghreb et de l'océan Indien. Dans les romans traitant de l'esclavage dans l'Afrique subsaharienne, juste petit point d'information, on a beaucoup de mal à utiliser maintenant le terme Afrique subsaharienne, et on me l'a rappelé récemment dans un article que j'ai publié en ligne, Conserverie mémorielle, où j'ai dû redéfinir, parce que Afrique subsaharienne apporte un contexte qui est difficile parce qu'il est lié aux constructions coloniales. Mais bon, je me concentre là. Donc, dans les romans traitant de l'esclavage dans l'Afrique subsaharienne, les productions locales sont présentées comme étant ignorantes, les populations locales sont présentées comme étant ignorantes de la traite et surprises par les attaques dont elles sont victimes. Il s'agit notamment d'Eleonora Miano qui met l'accent sur la peine de ces populations victimes d'un commerce qu'elles ne connaissaient pas. Kangui Alem, écrivain togolais, note les relations géopolitiques entre les divers monarques africains et les marchands européens, notamment les Portugais. Le thème de la complicité des monarques est repris par Wilfried Nsonde. Les trois écrivains Miano, Alem, Nsonde mettent en lumière la manière dont le silence lié à la culpabilité des monarques a servi d'ancrage à l'oubli et aux tensions mémorielles. Les trajectoires diverses entre ceux qui sont restés en bateau, ceux qui sont allés aux Amériques forcées et y sont restés, et ceux qui sont revenus en Afrique créent un panel d'expériences qui attestent de la multiplicité des mémoires et représentations de cette histoire. Alors, chacun a regardé l'esclavage dans les œuvres littéraires francophones du Maghreb. Voilà ce qu'il en dit. Elle est représentée par exemple par Mahama Abdelhamid, Maha souligne notamment que l'esclavage est occulté et qu'il y a eu des tentatives faites pour effacer cette histoire, alors que les populations descendantes d'esclaves sont mises en marge, aux marges de la société au Maghreb. De plus, au niveau universitaire, la recherche sur cette histoire est encore très timide. L'Algérien Amin Zaoui corrobore cet état des lieux et évoque, je cite, la haine contre l'homme noir dans ces sociétés musulmanes du Maghreb. Le racisme, d'après Zaoui, est perpétré par des écrits enseignés à l'école. Par exemple, les écrits de l'historien Ibn Khaldoun ou du poète égyptien El-Mutanabi. Célia Sadei parle d'une véritable volonté d'occulter ce passé et la mémoire de l'esclavage arabo-musulman. De plus, les littératures maghrébines francophones évoquent la traite transsaharienne, mais d'une manière particulière et bien souvent en faisant apparaître la figure du domestique, comme quand on le voit dans le roman de Sefroui, La boîte à merveilles. L'auteur de cette communication, donc Cheikh, rappelle cependant que les tentatives diverses ont été faites pour lier traite transsaharienne et traite atlantique, notamment dans le roman de Tahar Benjeloun, Le mariage de plaisir, qui présente l'histoire d'amour entre Amir, un arabe, et Nabou, une Peul rencontrée au Sénégal. Donc le regard marocain sur cette histoire est très cruel. Cheikh nous rappelle dans cette communication que la pauvreté, le malheur, la sexualité de l'esclave fait écho au regard porté sur les migrants en Afrique du Nord. Ce regard a des conséquences puisqu'il génère un traumatisme, et je cite une douleur mémorielle, que l'on retrouve dans les romans de l'écrivain camerounais Marc Alexandre Oobambe, dans le roman intitulé Lumière d'Ouida, et dans lequel il est question de jeunes migrants qui ont survécu les camps d'esclaves libyens. Alors, qu'en est-il de l'esclavage dans les œuvres littéraires francophones des îles de l'océan Indien? Il fait l'objet d'une littérature abondante, nous apprend Cheikh. De Maurice à Mayotte, l'esclavage des Noirs est présent dans un certain nombre de récits. Natacha Apana évoque l'histoire des paysans venus d'Inde engagés par des propriétaires terriens pour remplacer les Noirs dans le travail de la canne à sucre. Le roman s'intitule Les rochers de poudre d'or. À Mayotte, le regard est pensé différemment et du fait que l'esclavage est organisé par les Arabes. La traite des Noirs est pensée en termes de commerce et qui conduit par les Européens à l'accent émis sur l'oppression coloniale. Ainsi voit-on dans le roman Nerf de bœuf de Nassir Outoumani, l'histoire d'un jeune bouvier enlevé et conduit dans une île inconnue et se battant contre l'oppression du maître blanc.
le roman a le mérite de parler de héros de héros esclaves noirs, des marrons qui sont connus et qui ont résisté à l'oppression aux Zanzibar et au large de l'Afrique australe. Et cette communication établit une grille de lecture très très intéressante qui nous amène à interroger la question du traumatisme, nous dit en tout cas, du traumatisme collectif multiséculaire. En effet, fiction et réalité historique s'attellent à retrouver à reconstruire une mémoire de l'esclavage dans un espace bien particulier. Donc l'auteur de cette communication évoque la possibilité de lire ses œuvres d'une manière transdisciplinaire, et vraiment ces derniers mots sont importants, de lire ses œuvres d'une manière transdisciplinaire, et invite à élargir une partie du corpus en les comparant aux œuvres d'anthropologues. En réalité, conclut Sheikh, les romans francophones d'Afrique sur l'esclavage sont des récits mémoriels, et je dirais même historiques, qui tentent de reconstruire un passé éclaté douloureux, mais restent peu nombreux. Le roman, et là j'ai vraiment coupé plein de choses intéressantes, qui disait le roman de l'esclavage, sur l'esclavage, conduit Sheikh à dire que le roman est une source documentaire. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. La dernière présentation n'est pas moins intéressante, elle est absolument fascinante. Elle est de Daris Malabon, qui est de l'université de Caen. Il s'agit des rites et réparations de la mémoire servile chez les Yemba. Encore une présentation, j'ai eu du mal à condenser, mais elle pourra compléter, apporter des éléments de clarification. Alors, elle souligne que bien souvent, la question de la réparation d'une mémoire servile s'articule essentiellement autour d'aspects étatiques. Finalement, peu de place est donnée aux points de vue importants que sont les considérations individuelles, sociales, psychologiques et spirituelles. Elle soutient que la réparation individuelle et communautaire est particulièrement importante car elle permet d'exorciser psychologiquement et spirituellement les traumatismes du passé. Alors chez les Yemba, dans l'ouest du Cameroun, ce travail passe par une forme particulière qui est la pratique rituelle. Donc le travail de mémoire se fait grâce au rite de la route, notamment deux rites. Ce rite de la route comprend deux rites, elle pourra expliquer mieux. Couvrir la tête de la route et chaise de la route. La pratique rituelle va guérir les traumatismes qui ont été causés par l'oubli des ancêtres morts en servitude. Et la communication s'articule autour de plusieurs points. J'en ai choisi quelques-uns. Le contexte mis en place des rites est lié à la mémoire servile chez les Yemba. Et chez les Yemba, 3 moments importants sont considérés comme des expériences de servitude. Il s'agit de l'esclavage, la période coloniale et la guerre d'indépendance. Et ces périodes historiques ont abouti à une interruption aux déportations et à la servitude des membres de la communauté Yemba. Elles ont conduit les Yemba à adopter des rituels pour lutter contre ces troubles psychosomatiques. Alors, avant cela, Clarisse nous donne un aperçu historique de la servitude chez les Yemba. Encore une fois, le contexte bien particulier est important. L'extraction des populations Yemba a commencé par une pratique coutumière et donc est liée aux esclavages régionaux. Il s'agit par exemple d'extraire et vendre la population dans les marchés locaux comme par exemple le butin de guerre. Les traites dites transsahariennes et transatlantiques ont conduit à une augmentation du nombre de personnes enlevées et déportées, mais aussi à une diversification des routes ou circuits divers. De fait, cela va favoriser l'émergence de nouveaux lieux de mémoire et sanctuaires, dits temporels, de la pratique rituelle. Et cela dans l'idée de réparer la mémoire de ces personnes enlevées. Ensuite, après l'abolition de l'esclavage, on a une nouvelle période servile qui bénéficie des infrastructures déjà en place et qui va favoriser l'enlèvement des populations envoyées dans des chantiers coloniaux. Peu reviennent vivants. La guerre de maquis ou de libération nationale qui a lieu entre 1955 et 1971 conduit aussi à l'asservissement des populations avec notamment les nationalistes qui recrutent ou enlèvent les jeunes hommes et femmes pour grossir leur camp d'entraînement. Beaucoup y meurent et d'autres tombent face aux colons. Ces enlèvements serviles conduisent à une crise, nous dit Daris, à une crise de la structure socio-religieuse Yemba. Elle montre que l'individu est au cœur de la structure sociale et soutient que le développement communautaire s'opère car l'individu est un lien essentiel autour des sociétés communes, mais aussi au cœur des sociétés secrètes. Il est le garant religieux et spirituel des pratiques rituelles. En fait, la pratique rituelle chez les Yemba est centrée autour de l'individu
et de son patrimoine mémoriel en tant que candidat d'un rite qui va rendre hommage à ses ascendants et qui va jouer un rôle de transmission à ses descendants. Donc, les rites sont articulés autour de la relation entre morts et vivants, vivants et morts plutôt. Et je cite là le terme que Daris utilise, ancestralisation d'un aïeux lors de ses pratiques rituelles. Alors, je vais passer un petit peu. Toute rupture historique conduit à des traumatismes qui forcent les Yemba à une mémoire que Daris appelle mémoire silencieuse. Et elle cite Nicolas Argenty. Le silence est, nous dit Dr Malabon, temporel, car la mémoire des servitudes est passée sous silence, mais les pratiques et les habitudes religieuses demeurent. Donc, rituels et expériences refont surface chez les Yemba, et cette reproduction des rituels est une reconstruction ou une reproduction des institutions sociales. Donc, c'est une mémoire, je cite, réincarnée. Cette reproduction va donner lieu à des rites qu'on connaît, comme celui de couvrir la tête, et je vais lui laisser expliquer tout à l'heure, parce que c'est un peu complexe, mais très intéressant. Donc, en conclusion, quel est l'impact de ces pratiques rituelles dans la construction mémorielle et la réparation psychologique de la mémoire servile? Daris écrit que ces rites sont, je cite, une mise en scène du discours historique dans un contexte où le silence et l'oubli créent des traumatismes. Fin de citation. Donc, ces rites deviennent une thérapie servant à réparer le choc psychologique et à aider à faire une connexion avec le passé. Je vous remercie. Alors, je vais inviter, je vais essayer de faire ça dans l'ordre. Je vais inviter les intervenants à compléter et on va commencer par Mamadou. Il faut rester dans les temps, mais bon, je crois que ça va être difficile. 15 minutes Bon. Voilà. Merci beaucoup. Je vais peut-être commencer par deux précautions. Je ne suis pas historien, je suis plutôt sociolinguiste. Je travaille sur les textes. Et la deuxième chose, c'est que la communication que j'ai produite, c'est surtout à une visée didactique dans le cadre du laboratoire de didactique des langues et sciences humaines, pour voir un peu comment on peut utiliser les corpus dans l'apprentissage, surtout pour le français et l'histoire et la géographie. J'ai rencontré l'esclavage très récemment, grâce à Ben Lebdaï. Et donc, grâce à Ben, j'ai rencontré la thématique de l'esclavage, lorsqu'il m'a donné l'opportunité de faire un article sur le discours rap des rappeurs sur l'esclavage. Ça a été le premier article que j'ai fait sur Avida en plus. Avida. Donc, et là, ce que je cherchais à montrer, c'est comment on peut, à travers les discours musicaux, retracer l'histoire. Vous n'entendez pas? Ah, c'est bon, voilà. Donc, un peu, c'était ça l'objectif. Et voir aussi que si les rappeurs ont un discours qui était un peu différent par rapport aux autres, notamment ceux qui font de la musique malakh, parce que la musique malakh est considérée au Sénégal comme une musique qui est aussi destinée à faire les louanges. Alors que dans le discours hip-hop, c'est une autre perspective. Et ils ont un discours qui est très critique par rapport à l'esclavage et qui est également très ancré à l'actualité par rapport à l'esclavage. Donc, pour voir un peu de l'autre côté comment ça fonctionne. Et c'est ainsi qu'on a essayé de voir à travers un certain nombre d'artistes, et surtout c'est un corpus que j'ai puisé donc, du répertoire des années 80 et 90, parce que dans les années 2000, les chanteurs malakh ne parlent pas de l'esclavage. Ou bien, je n'ai pas retrouvé en tout cas de texte qui parle de l'esclavage. C'est plutôt un peu antérieur. Et là, on a pu, à travers ce texte-là, retracer donc, la trajectoire de l'esclave, de la capture au travail dans les champs. Donc, à travers beaucoup de morceaux, notamment le morceau phare de Youssou N'Dour, Demb, donc qu'il avait produit et dont le clip a été réalisé par Spike Lee. Donc, il lui a permis, n'est-ce pas, de parler. Et c'est pourquoi il dit que c'est très important d'avoir ce devoir de mémoire et surtout la transmission. Donc, c'est ce que je disais, Demb Wessouna. Donc, le passé, peut-être, il est déjà derrière nous, mais ça ne m'empêchera pas de me projeter sur le présent. Donc, et avoir une perspective sur l'avenir. Donc, dans ces textes-là, avec Youssou N'Dour, on essaie de retracer, donc, dans son corpus, la capture de l'esclave,
Ensuite, la vie à Gorée également, avec les séquences de la vie, la description de l'univers carcéral dans lequel ils sont plongés, la description du voyage sans retour, donc toujours chez Youssou N'Dour, et chez Dembadia également. Dembadia qui a fait un morceau qui s'appelle Remember, et dans ce morceau-là également, il revient un peu sur cela, et surtout lui, il essaie de réhumaniser, parce que les esclaves perdent leur nom. Mais dans son morceau, il dit, il donne des noms coriandais, donc il donne des noms africains à ces esclaves-là, et surtout, il va prolonger sur l'arrivée. Donc, avec des endroits assez importants. Les uns, il dit, ils sont allés en Amérique, les autres sont allés aux Antilles, et les derniers sont allés à Brasilia. Donc, les trois univers de l'Amérique centrale, de l'Amérique du Sud et de l'Amérique du Nord, donc, sont pris en compte dans son discours. Et là aussi, avec Youssou N'Dour, il y a le refus de l'oubli. Il dit que certes, les esclaves, sur le plan aux États-Unis, perdent une partie de leur identité, mais ce devoir de mémoire, il est très important, il revient sur ça. Donc c'est dans cette perspective-là. Et surtout, on termine donc par la révolte. Et ce qui est intéressant dans la révolte, c'est que la révolte, dans la chanson ou bien chez les chanteurs, n'est pas portée par les hommes, mais elle est portée par les femmes. Le refus est porté par les femmes. Les chanteurs parlent de Nder, parlent de Antama Djigen, donc qui sont considérés comme des héroïnes qui ont lutté contre la colonisation. C'est les figures féminines qui représentent cela. Mais il y a une perspective également que j'ai essayé de montrer, j'espère que je suis encore dans les temps, c'est que, voilà, l'esclavage, chez certains chanteurs, notamment chez Kinelam, il y a de ces morceaux où elle parle de l'esclavage, non pas comme étant une traite, mais comme étant un signe de puissance, parce que dans un de ces morceaux, elle dit, parlant d'un personnage, que sa grand-mère n'a jamais connu la cuisine parce qu'elle avait 100 esclaves. Donc le fait d'avoir beaucoup d'esclaves dans la cour pouvait avoir une signification. Donc c'est ça que je voulais montrer. Bon, peut-être que pour terminer juste sur les titres des morceaux, souvent Remember, Dembu, Gorée, c'est toujours dans cette perspective-là qu'on se met. J'espère que j'ai respecté le temps. Voilà, je vous remercie. Bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, parce que moi, je vous entends parfois et parfois je ne vous entends pas. Je suis François, membre rattaché au laboratoire Minéa. Merci à Madame Otélé pour son résumé. Je précise juste que la Guyane est un département français d'Amérique du Sud, situé entre le Suriname à l'ouest et qui est l'ex-colonie hollandaise, et le Brésil au sud et à l'est, et avec l'océan Atlantique au nord, parce que parfois on parle de la Guyane, on ne voit pas très bien où se situer, c'est tout au nord de l'Amérique du Sud. À l'image de l'espace amazonien, la Guyane présente une riche diversité composée d'Amérindiens. Je ne rentre pas dans les détails parce qu'il y a plus de 6 communautés formant l'ensemble amérindien, les Bushinengue également, dans lequel on retrouve le groupe socioculturel Aluku, à côté de 5 autres communautés. Donc, et après, il y a les 10 créoles, je mets des guillemets parce qu'il y a des débats autour de la question, et les migrants. Donc, c'est une décomposition que je fais de manière arbitraire, dans le sens où je ne trouve pas d'autres éléments permettant de catégoriser l'ensemble guyanais en fonction des communautés qui la composent. Toutes ces communautés-là, il faut préciser que toutes ces communautés apportent leur touche formant ce qu'on pourrait appeler une mosaïque de culture dans l'ensemble guyanais. Et par là se pose la question, comme la question de l'identité, comme Madame Otélé l'a précisé, mais surtout du vivre ensemble et de la transmission. Donc, comment est-ce qu'on transmet dans une telle diversité? Et c'est dans la lignée des travaux de ce matin, des 16 heures,
Ils ont évoqué la question de la géographie mouvante, l'ambiguïté du passé qui colle à la peau du présent d'une certaine manière par les conséquences de l'esclavage. Je pense que vous pouvez comprendre également pourquoi les Aluku-Bushinengue ont du mal à accepter, par exemple, le fleuve comme frontière entre le Suriname et la France via la Guyane française. Et ceci, c'est sans compter dans, toutes les questions et problématiques qui découlent autour du genre, de la parentalité et des institutions coutumières. Donc, d'une certaine manière, mes travaux sur les questions du corps et des cultures corporelles découlent d'une approche interdisciplinaire en sciences humaines et sociales avec pour discipline pivot les sciences de l'éducation. Et je suis donc d'une certaine manière à la croisée de la séquence précédente sur la construction de savoir et les productions artistiques, dans la mesure où le corps est à la fois support et outil de transmission de savoir et outil de production également. Ainsi donc, le corps Aluku, dans leur technique de fabrication, de résistance, on pense particulièrement à deux héros le groupe porte le nom de deux héros, à savoir Aluku ou Boni, en fonction de l'auteur qui parle et de sa sensibilité, mais aussi, on pense aussi à d'autres, à une héroïne surtout, que j'évoquais dans le papier que j'ai soumis, qui s'appelle Adjuba, qui est une femme assez résistante. Je ne rentrerai pas dans les détails. Donc, tout ça pour dire que toute cette question de réalisation et de sauvegarde, que ce soit à la fois consciente ou inconsciente, parce qu'on parle des questions de restitution de la mémoire avec le rêve et les esprits qui peuvent revenir pour apporter des éléments qui n'ont pas été transmis, des éléments de connaissance aux citoyens de la communauté. Donc, permettre de dresser le corps vraiment comme un véritable mécanisme d'interaction sociale. Donc, même si on ne voit pas la personne, on essaie de l'imaginer dans un corps. Et pour finir, à la manière de Jean Moumon, sur les questions de la transmission, j'observe les scènes de la vie quotidienne, mais pour ce colloque, les scènes de la vie quotidienne de manière générale, mais pour ce colloque, j'insiste sur les arts marrons en particulier et le rôle du corps dans la diffusion des cultures, de la transmission ou de la transmission de savoir, par exemple d'origine africaine, parce qu'il y a un certain nombre de choses que l'on retrouve dans cette culture-là, qui découlent des sociétés africaines, notamment de l'Afrique de l'Ouest. Et aussi, il y a des savoirs qui découlent des sociétés européennes, des sociétés qui les ont colonisées, que ce soit la Hollande ou la France. Et en particulier, j'insiste sur la créativité de ces personnes-là dans l'espace amazonien, et tout en envisageant un réinvestissement de leur manière de transmettre dans l'éducation de manière générale en Guyane. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, François. Je voudrais maintenant qu'on écoute Marie-Hélène Lomuno, qui pourrait nous apporter quelques clarifications, qui est aussi en ligne. Oui, alors bonjour, je dirais bonjour. Je regrette de ne pas pouvoir être à Dakar, mais Dakar, je connais parce qu'en 1998, à l'occasion donc de la commémoration du 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, nous avions organisé, donc je suis enseignante, et nous avions organisé un voyage pour que nos élèves connaissent l'île de Gorée, et nous aussi. Donc, je me faisais un plaisir de revenir à Gorée, mais vraiment là, je n'ai pas pu et je le regrette fortement. Alors, je voudrais revenir sur le contexte dans lequel l'article a été écrit. Alors, je dois dire que je suis chanteuse, danseuse des musiques au tambour, mais je suis aussi chercheur. J'habite en Guadeloupe, où les afro-descendants sont majoritaires. Alors, bien entendu, il n'y a pas de statistiques ethniques, mais notre unité de mesure, ce sont des manifestations publiques où les afro-descendants sont majoritaires, donc nous pensons qu'ils sont majoritaires. Peut-être qu'on se trompe. Alors, moi, j'ai fait de l'histoire du rapport des Guadeloupéens à la musique, le centre de mes recherches. Je m'interroge, je me dis, mais c'est quoi chanter
c'est quoi musiquer dans des sociétés anciennement esclavisées. Comment le fait historique, ce fait historique que constitue l'esclavage qui a fortement marqué ces sociétés, comment il peut être déterminant pour l'inspiration des artistes, en particulier au moment où dans les années 60, 70, 80, au moment de la montée donc, des nationalismes, non seulement en Guadeloupe, mais dans, on va dire, les 4 départements d'outre-mer. Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion. Alors, j'interroge particulièrement les chansons populaires et j'ai eu à enseigner à l'Université des Antilles la didactique des arts vivants et j'ai fait étudier des chansons populaires donc à mes élèves, des chansons comme support de mémoire, mais aussi support, je vais dire, de contre-mémoire, c'est-à-dire une mémoire qui prend le contre-pied d'une mémoire imposée. Et c'est tous ces éléments-là qui m'ont inspiré, qui m'ont poussé donc à écrire cet article-là. Alors, je dois commencer par dire, il faut que je dise aussi que les chansons que j'ai choisies appartiennent à 2 genres musicaux qu'il est important de présenter. C'est le gros cas, qui est la pratique musicale et chorégraphique au tambour en vigueur en Guadeloupe, de racines africaines pour moi, et qui s'exprime initialement dans des manifestations spécifiques, dans des manifestations spécifiques, plutôt rurales, mais aujourd'hui, on trouve aussi le goka en concert. Alors, le goka s'identifie à la structure de 7 rythmes majeurs, Tumblak, Les Roses, Mende, Kaladja, Grage, Guadjembel, Roulé. Et cette pratique, il est important de dire qu'elle est portée par de nombreuses associations. Donc, le goka se pratique en Guadeloupe uniquement principalement sur la base du bénévolat, même s'il y a quelques professionnels. Et c'est la différence avec le zouk. Le zouk qui est une pratique musicale contemporaine qui s'exprime dans les manifestations d'ensemble de la ville, les bals, les concerts, les galas, les festivals, et l'incarnation donc du zouk, c'est donc le groupe Kassav qui est mondialement connu. C'est une musique éclectique qui s'appuie sur différents genres musicaux caribéens, parmi lesquels le goka. Et au sein de l'orchestre zouk, le tambour du goka peut faire partie de l'instrumentation. Mais les 2, goka et zouk, se rejoignent parce qu'ils sont devenus des supports de l'affirmation identitaire à partir des années 60, 70, et cela s'est étendu en fait jusqu'aux années 90, 91, au moment où ce nationalisme a commencé à se passer. Et là, il remonte, et ces musiques-là sont de nouveau sont encore plus sollicitées. Alors, mon article montre comment des artistes participent à la construction de la mémoire de la traversée de l'Atlantique. Et le but, c'est de réveiller la mémoire de l'esclave, la mémoire du travailleur esclave, la mémoire de l'Africain mis en esclavage, parce que c'est une mémoire qui était complètement enfouie, une mémoire dont on ne parlait pas du tout. Alors, qu'est-ce que j'allais dire encore? Alors justement... Marie-Hélène? Alors, est-ce que j'ai encore 2 minutes? 2 minutes. 2 minutes. Alors, je dirais, pour les 2 minutes, je dirais que ce qui ressort véritablement de cette étude, c'est le concept de décolonisation de la mémoire, mémoire décolonisée. Qu'est-ce que c'est qu'une mémoire décolonisée? C'est une mémoire libérée des figures imposées par l'État. C'est comme une contre-mémoire, je disais tout à l'heure. C'est une mémoire qui s'imprègne dans le grand public et qui ne reste pas simplement une affaire d'élite. Une mémoire qui se vit au quotidien, une mémoire qui nourrit l'inspiration des jeunes artistes aujourd'hui, parce qu'on retrouve aussi ces questions-là chez les artistes du dancehall. Une mémoire qui, renouvelée d'un fait historique. Une mémoire qui, lorsqu'elle se réveille, comme elle se réveille, avec fracas, donc cette mémoire, elle est exaltée. Cette mémoire, elle est même, on va dire, elle est même exagérée. Et puis, je voudrais simplement aussi juste terminer pour dire que cette mémoire est en évolution parce que aujourd'hui, alors parmi les différents éléments sur lesquels je me suis appuyée, j'ai donc choisi un clip qui a été mis en chorégraphie par de jeunes danseuses. C'est un clip qui représente donc la mer, le bateau négrier, etc.
Mais elles, ces chorégraphes qui sont très jeunes, elles ont environ la trentaine, elles disent non, la mer n'a pas été juste le passage douloureux des Noirs africains, a été aussi le passage des autres travailleurs qui ont été introduits en Guadeloupe, c'est-à-dire les Chinois, les Indiens, les Japonais, etc. Et elle pense donc que cette mémoire, que la mer chantée et représentée dans les arts visuels peut aider à rassembler les mémoires de même territoire. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je voudrais passer à Nayonjoa, des clarifications. Gangenan. Merci. Merci, Madame la Présidente. Comme l'a dit M. Dramé, je ne suis pas historien, je suis professionnel du patrimoine. Je suis professionnel du patrimoine. J'ai été pendant 12 ans directeur du patrimoine du Togo. Donc, j'enseigne le patrimoine à l'Institut régional d'enseignement supérieur et de recherche en développement culturel qui se trouve à Lomé. C'est une école africaine, internationale, qui forme les cadres de la culture en Afrique. Alors, la présidente a rendu fidèlement toutes les informations contenues dans l'article. Je ne sais quoi ajouter. Bon, je vous dirai quand même que j'ai exploité les 3 catégories de patrimoine énoncées par l'UNESCO: le patrimoine immobilier, le patrimoine mobilier et le patrimoine immatériel. Donc, j'ai fait le terrain. Pour toutes les informations là, j'étais sur le terrain. En 2017, j'ai soutenu ma thèse sur la traite négrière au Togo, contribution au développement. Et j'ai publié en janvier dernier un livre, édition Harmattan, dont le titre est Traite négrière et patrimoine culturel togolais. Voilà. Voilà. Vous pouvez le commander. Sauf que je n'ai pas eu assez d'argent pour la publication en grand nombre. Parce que l'édition Harmattan coûte un peu cher. Voilà. Oui. Donc, bon, je ne sais quoi ajouter. Bon, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Je ne voudrais pas que la deuxième femme de ce panel soit la dernière. Hein. Donc je prends mon privilège de présidente de session et je donne la parole à Daris. Merci de me passer la parole. Merci à l'AUF pour cette occasion d'échange. Ma communication est assez complexe, je sais, et je vais commencer par dire dans quel contexte est-ce que je fais cette recherche. C'est lorsque vous faites un tour à l'Ouest Cameroun, vous êtes marqué par... vous allez au détour d'une rue rencontrer des familles, des gens qui sont en train de faire des rites en pleine rue, en plein carrefour, ou des gens qui ont apporté des chaises, et puis vous allez voir des mises en scène où on fait asseoir quelqu'un sur la chaise, ou soit on va vous interpeller vous-même, pour vous, si vous êtes le premier
à arriver sur la scène. On pourra vous interpeller et vous faire, si vous êtes d'accord, bien sûr, faire participer au rite comme faisant partie de la famille. Donc, c'est parti de ce constat. Et moi, étudiant les rites, à la base, j'étudie les rites et leur rapport aux objets d'art comme source d'histoire. Je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que les gens font ces rites sur les routes? Et à la base, ces rites, ce sont des rites dans le contexte normal de la société, sont des rites connus qui se font normalement dans les familles. Mais il y a cette version qui va se faire en route. Et c'est effectivement lié donc à cette mémoire servile. Et comment est-ce qu'on sait que c'est lié au traumatisme de l'enlèvement? C'est parce que dans l'organisation sociale normale, ces rites, il y en a deux. Il y a le rite de la chaise, il y a le rite, je vais dire avec les termes de la langue, on les appelle, il y a le rite Nanko, ou bien quand il s'agit du rite de la route, on dira Nanko Mansa. Et il y a le rite Ba Trumpfe qui est couvrir la tête du mort, qui est en fait le rite de l'ancestralisation, parce qu'à l'Ouest Cameroun, le culte des ancêtres fait que quand un membre de la famille est mort, pour garder la mémoire, pour une société qui était orale à la base, pour garder l'histoire de la famille, on créait un sanctuaire où étaient gardés les crânes des membres de la famille décédés, ce qui permettait de raconter en fait l'histoire, d'avoir un symbole qui permet de garder une mémoire de cette personne-là. Donc, maintenant, avec l'histoire de la servitude, les membres de ces familles sont enlevés et ils vont aller mourir ailleurs. On n'aura pas l'occasion de leur rendre ce culte-là. Et du coup, pour la société, ça devient un problème. Le deuxième rite, c'est le rite de la chaise. Quand dans la société bamileke, pour devenir indépendant, il faut passer par ce rite de la chaise. Aller dans la concession familiale, s'asseoir sur la chaise. Et là, à ce moment, on peut se marier, on peut gravir les échelons de la société. Et aussi, ça c'est la première phase du rite de la chaise. La deuxième phase maintenant, c'est quand pour évoluer dans la société, passer d'un statut à un autre, dans les sociétés secrètes et tout ça, ça se fait par la chaise. Parce que même le chef, pour prendre son autorité, on le fait asseoir, il y a un rite, on le fait asseoir sur la chaise. Parce que la chaise, c'est le symbole de l'indépendance, de l'autonomie. Maintenant, un jeune qui est enlevé et qui s'en va sans faire ce rite, ça devient un problème parce qu'il y a une sorte de rupture. Parce qu'il faut le faire pour fonder sa famille et pour que demain, les enfants viennent faire aussi le rite, rendre hommage au père qui a rendu hommage à son père. Donc la chaîne est brisée avec l'enlèvement. Et donc, c'est pourquoi on va sur les routes. Maintenant, pourquoi les routes? C'est parce que il y a un corps de devin qui, à un moment donné, s'est dit, bon, sans doute, ces gens enlevés ont laissé des traces de leur esprit ou bien de leur vitalité dans les carrefours par où ils sont passés. Donc, on se dit, quand ils ont été enlevés, ils sont passés par des carrefours ou bien par des voies spécifiques. Et donc, ce sont ces devins qui décident, généralement quand la famille traverse des périodes difficiles, des échecs ou autres, ils vont aller voir le devin, où le devin pourra rencontrer un membre de la famille et dire, bon voilà, il y a tel esprit qui réclame, qui dit avoir été oublié, parce qu'il est mort ailleurs, et il demande qu'on le ramène à la concession. Donc, il va indiquer ce carrefour, ils iront là-bas, soit si le rite, c'est le rite de la chaise qui a été prescrit, ils iront faire ce rite de la chaise. Si c'est le rite de l'ancestralisation, ils iront prendre de la terre modelée ou bien un caillou sous l'accompagnement de cet officiant qui est le devin. Et ce caillou devient donc le symbole de ce crâne qui aurait dû être normalement conservé dans le sanctuaire familial. Donc, on va ramener ça dans la famille et c'est au bout de ce rite qu'on se dit que la mémoire a été, la famille est guérie de ses traumatismes. Maintenant, moi, de mon analyse, ce que je ressors de mon article, c'est que je pense qu'il y a effectivement, on peut dire qu'il y a effectivement une guérison de ce traumatisme-là
en ce sens que ce rite se fait sous la base des discours. Ça fonctionne un peu comme dans des thérapies, des thérapies occidentales où on permet aux patients de parler, de dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent lors du rite. L'officiant même va répéter des phrases pour leur dire, bon, voilà, vous êtes guéri, vous vous êtes réconcilié avec votre ancêtre, vous l'avez ramené dans la concession comme il se doit. Donc, va prophétiser, va dire, tenir des discours du genre, cet ancêtre a dit ceci, parce qu'on croit que lors du rite, l'ancêtre, à ce moment, enfin son esprit intervient, effectivement, parce que le culte des ancêtres dans la région fait que on croit que les morts ne sont pas morts, ils interviennent dans les familles, ils peuvent intervenir ou bien participer à la vie sociale comme des vivants. Donc c'est pourquoi ce rite qui permet la continuité. Donc il y a l'effet de ce discours, l'effet du symbole. Les symboles qui sont mis en scène pendant le rite aident également les familles à guérir de ce traumatisme-là qu'a été l'enlèvement, le manque de l'autre. Donc, ces symboles sont faits sont liés aux objets qu'on utilise. Par exemple, la chaise qui va devenir, après le rite, on ramène la chaise dans la concession. Lors des réunions familiales, la chaise représente ce membre absent qui a été enlevé. Il y a le fait qu'avec cette chaise, on va choisir un membre de la famille qui deviendra le successeur de cette personne enlevée et qui va désormais porter le nom de cette personne enlevée. On pourra, dans certains cas, même construire une maison où désormais il va vivre, dont il vit sa vie et celle de cette personne enlevée. Et c'est des symboles comme ça qui permettent à la famille de reconstruire la mémoire de ces membres de la famille qui ont été enlevés et puis de se soigner des traumatismes. En gros, c'est en gros ce que j'essaie de présenter dans mon article. Merci. Alors, on va reprendre l'ordre normal. Gaspard Lénic, qui est en ligne. Est-ce que Gaspard est en ligne? Non? Non? Bon, ben, si Gaspard n'est pas en ligne, on va finir majestueusement. Hein, grâce à Chef. Deux occasions pour moi de remercier l'AIF et la Fondation. La première, c'est que durant toutes mes années d'étudiant, l'AIF m'a accompagné. L'AIF m'a accompagné, continue d'accompagner mon institution, là où je travaille actuellement. On a beaucoup d'appui de l'Université de Ziguinchor et donc on remercie l'AIF pour ça. Je remercie la Fondation Mémoire de l'esclavage parce que ils sont en train d'accompagner mon doctorant qui sera là demain avec Yolène, que je salue au passage. Donc, merci encore pour cette initiative, c'est très important. Merci Olivier, parce que vraiment, désolé pour le trop d'informations qui est dans mon texte, qui a peut-être un peu donné du travail. Le travail est fidèlement résumé. Je peux peut-être juste compléter sur un aspect. Les deux premiers auteurs dont je parle en parlant du Maghreb, ce sont en fait des chercheurs qui déplorent le fait qu'il n'y ait pas assez de chercheurs qui s'intéressent justement à la question de l'esclavage au Maghreb. C'était vraiment frappant parce que c'est le même constat que j'avais fait. L'absence de production qui part de l'esclavage au Maghreb, c'était remarquable. Effectivement, en dehors des textes de Sefraoui et de Benjeloun, on a du mal à voir des textes qui réellement, et souvent l'occasion c'est quand on parle de la question du racisme, de la question de la place du noir dans la société maghrébine, que justement la question de l'esclavage, de la traite transsaharienne revient. Alors, pour la question
est-ce qu'il faut dire Afrique subsaharienne ou pas. Pour moi, c'est un critère purement géographique et pour le moment, je ne veux pas aller dans un débat qui est un peu plus idéologique. C'était un repère pour moi, le Sahara. J'ai fait ma thèse sur les écritures autour du Sahara, dans le pourtour saharien, et là, le découpage était pour moi un peu géographique. Et je mets dedans les productions de l'Afrique de l'Ouest et les productions de l'Afrique centrale. J'ai travaillé sur le corpus que j'ai utilisé pour l'Afrique subsaharienne. Ce sont des textes d'auteurs sénégalais, David Diop, j'en ai parlé. Ce sont des textes d'auteurs camerounais, Léonora Miano, et je remercie un peu la collègue qui a parlé du rituel. C'est dans le texte de Miano, La saison des ombres, c'est très important, et les textes de Kani Alem. Donc c'est important pour moi, effectivement, de baliser large par rapport à cette question. La deuxième chose sur laquelle je voulais vraiment insister, c'est que j'ai voulu vraiment un peu faire dans le général, en essayant de faire une haute traversée, qui n'est pas du tout évidente, parce que c'est une traversée qui doit aller de l'Amérique des Antilles vers l'océan Indien. Et en passant, il faut aussi parler du Maghreb. C'est ça que j'ai essayé de faire. Et je croyais que l'élément déterminant pour moi, c'était de dire l'Afrique, c'est le lieu de départ de ces esclavages. Donc c'est l'entrée pour moi. C'est pour cela que quand j'ai regardé les quelques textes, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, des auteurs d'Afrique francophone, j'ai vu qu'il y a beaucoup dans ces textes où les gens parlent de cette situation de départ. Et c'est ça qui m'a beaucoup intéressé dans le texte de Léonora Miano, parce que justement c'est le récit des gens qui ont été victimes. Ces 12 enfants qui ont été pris d'une communauté va être l'élément déclencheur d'un phénomène qu'ils ne comprennent pas, qu'ils essaient de comprendre. Et à partir de ce moment, effectivement, le récit se raconte comme dans un rituel pour essayer de voir quelles sont les véritables raisons de cela. Alors, je suis allé jusqu'à l'océan Indien parce que j'avais fait la même remarque en sortant de l'Afrique du côté de l'Est. Je suis passé par, on va dire, Mayotte, parce que la question m'intéressait. Je pensais que j'allais trouver beaucoup de textes à Mayotte. J'en trouve pas beaucoup. J'ai trouvé le texte de Nassira Touhani. Après, un peu vers l'océan Indien, je pensais trouver beaucoup de textes. Je n'ai pas trouvé beaucoup de textes. J'ai trouvé le texte de Natacha Apana, qui ouvre une petite parenthèse sur, justement, sur les Noirs. Mais le récit, les rochers de poudre d'or, raconte beaucoup plus l'histoire des engagés, qui est aussi une autre forme d'esclavage. Et donc, j'ai essayé de mettre en relation. Donc, ma méthodologie de travail, vous l'avez si bien dit, elle est toujours transdisciplinaire. Je reste un peu sur des mises en relation, la mise en relation des textes eux-mêmes, comment les textes se complètent, c'est important, comment les textes, en racontant une même chose, peuvent varier. J'ai parlé de la différence qu'il peut y avoir entre le texte, par exemple, de Maris Condé, Ségou, et le texte de Kani Alem sur l'épisode consacré à un négrier portugais, d'Assouza, etc. Tout cela, c'est aussi dans la mise en relation donc, des textes. Mais il y a une autre mise en relation que j'aime bien faire, c'est la mise en relation entre la littérature, les productions fictionnelles et justement les autres travaux des scientifiques, que ce soit des anthropologues ou des historiens. Donc ça, c'était vraiment ce qui m'a motivé à travailler de cette façon-là, mais j'estime que c'est un travail qui n'est que de l'ébauche, parce que je pense que dans les perspectives comparatistes, il y a très souvent une sorte de volonté juste de confrontation. On ne voit pas un peu la continuité qu'il peut y avoir entre les textes, comment une grande histoire peut être racontée dans un texte et le reste est raconté dans d'autres textes. Ça, ce sont des perspectives que la mise en relation avec l'histoire et l'anthropologie peut nous permettre véritablement de faire. C'est pour cela que je prêche beaucoup vraiment sur cette ouverture avec d'autres disciplines, mais aussi sur l'étude
qui va regarder je n'aime pas le terme, mais c'est les anthropologues qui le disent. Il y a des invariants, il y a des figures qui reviennent, il y a des épisodes de ces traites qui reviennent. Je pense que ça mérite justement un focus qui permet de voir l'ensemble des productions littéraires qui en parlent. Je m'en arrête là parce que vous avez si bien résumé. Merci beaucoup. Alors, je vais, avant de prendre des questions, vous avez mentionné David Diop et je n'ai juste parce que je suis très fière de lui et que j'étais dans le jury du International Man Booker Prize et quand il a gagné, c'était une lutte, j'ai pas le droit de dire, mais c'était une lutte intense au sein du monde anglophone et j'étais la seule anglophone francophone à l'intérieur et donc retourner le jury et il a gagné le prix et j'étais très fière de lui et il a été très fier du Sénégal et voilà, c'est tout. Alors, je vais prendre quelques questions. Oh là. Donc, Ibrahima, monsieur, l'autre Ibrahima, bon ben, le trio. Oui, on va commencer. Je ne suis pas très spécialiste des questions de culture. Je suis plutôt consommateur dans cette matière que producteur. Et je voulais faire quelques observations à Dramé. Je ne sais pas s'il a fait attention, mais quand vous regardez les interventions des chanteurs, quand il s'agit de la traite des esclaves, c'est le chant de la dénonciation qui l'emporte. Mais quand il s'agit de l'esclavage interne dans les sociétés africaines, c'est plutôt une sorte d'apologie de l'esclavage. Et on le voit avec le texte de Kinelam qui en fait glorifie cette personne qui dispose de 100 esclaves et qui lui permet de ne pas aller à la cuisine. Et c'est sûr qu'elle doit avoir du poids pour démontrer qu'elle ne va pas à la cuisine. Je ne sais pas, quand vous avez commencé à citer les chansons de Youssou N'Dour, je me suis dit, est-ce que lui-même va tomber dans le piège que Youssou N'Dour a tendu? Vous voyez, quand Youssou N'Dour parle de la traite, de toutes ces questions comme Rock Mbalakh, comment il s'appelle? C'est Demba Dia. Il parle de Remember, c'est vraiment un discours offensif, dénonciateur et tout. Mais il y a une chanson de Youssou N'Dour, je m'attendais à ce que vous citez cette chanson, où Youssou N'Dour fait l'apologie de l'esclavage. Nanette Ada Maïma ci sa jaam yi comment il dit manju julo ba ca xaayaan xaay, c'est les commerçants autour de Kaay, le commerce de Ngalam. Et donc là il dit pour ceux qui ne parlent pas wolof, il dit Nanette Ada, c'est une dame, une signare, donne-moi de tes esclaves. Ça veut dire, je te chante, je te célèbre et tu vas me donner des esclaves comme en retour de ça. Mais je suis sûr que Youssou N'Dour lui-même ne se rend pas compte à la limite de ce qu'il dit, simplement parce que c'est l'esclavage interne. Et on est victime encore de ce phénomène et on le voit très clairement dans l'analyse du discours. Peut-être devrait prendre en compte ces lignes de clivage. Merci. Bon, moi, je voudrais ajouter une chose. Je ne sais pas si vous avez écouté cette chanson qui a été popularisée par Moussa Ngom, là où il dit nga bay sab gerte dugub ji ne gàññ buur teg ci loxo ne la jël naa ko ngeen tëdd bu guddi buur tëgg ndëndam ni jóg leen fii ku fanaan dib jaam. Là, c'est la complainte du badolo, c'était les gens sans pouvoir dont les villages étaient rasiés la nuit. Donc tu cultives tes arachides, il y a beaucoup de mil, le mil est là en abondance et le roi met sa main là-dessus
et dit que ce n'est plus à toi. C'est une chanson qui explique un peu la traite. Ce n'est pas seulement le commerce des êtres humains, mais aussi le problème de la nourriture. Quand on achète des êtres humains, on achète aussi de la nourriture. Les deux questions, c'est là. Mais il y a aussi les contes. L'esclavage est très présent dans les contes. Comment les Wolofs terminent leurs contes? La formule, c'est « Lebdjogé Tabigé ». De là, le conte a terminé sa course en mer. Ça, pour moi, c'est un souvenir qui est là, une mémoire de l'esclavage. Dans le fameux livre de Léopold Sédar Senghor Abraham Sadji, La belle histoire de Luc le Lièvre, il y a une chanson où Bouki, Lien et Luc le Lièvre vendent leurs tentes dans un contexte de sécheresse et de famine. Vous allez en Louisiane, Bouki et Lapin vendent leur mère dans un contexte de famine. En Floride, la même chose. À Haïti, la même chose où l'on retrouve ces deux personnages de Bouki et Lapin, ou bien Bouki et Tim Malice. Vous allez en Guadeloupe, Zamba est devenu l'avatar de Bouki, et on voit Zamba et Lapin vendre leur mère dans un contexte de famine et de sécheresse. Alors que si vous voyez ces pays-là dans la diaspora comme la Louisiane, mais il pleut tout le temps, il n'y a pas de sécheresse. Alors, si vous interrogez maintenant l'histoire de la période, vous verrez que il y avait très souvent des crises alimentaires provoquées par les guerres interminables, mais aussi les calamités naturelles. Au XVIIe siècle, comme quand Chambono est passé au Fouta, que des gens se jetaient sur lui pour qu'il les amène. C'est là que l'ont abandonné et qu'il a ramené à Saint-Louis. Des captifs qu'il avait achetés. Le XVIIIe siècle était encore pire si on prend par exemple le cas des colonies françaises. Et au temps du commerce de Galam, l'apogée, et l'apogée aussi de la Compagnie perpétuelle des Indes, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui ont été, par exemple, sur 19 navires qui sont arrivés en Louisiane en provenance de la Sénégambie, 16 sont arrivés dans les années 1720 et qui étaient des années extrêmement difficiles de famille et tout ça. Je crois que quand on retrouve dans ces contes encore, dans des pays aussi bien arrosés, de sécheresse et tout, je crois que c'est la traite qui est là. D'ailleurs, pendant ce que les Halplar appellent ces gens-là, qui se vendaient ou bien qui se portaient volontaires pour être vendus pour que la famille ne meure pas, toute la famille ne meure pas de faim, nous les appelons comment? Matubeheg, les captifs de la faim. Moi, je remercie nos différents panélistes et Madame la Présidente qui est très brillante là, vraiment, et avec sa très belle présentation. Vraiment, félicitations Madame la Présidente. J'ai quelques petites questions à poser. Notre ami de Guadeloupe, en fait, l'autre aussi est de la Guyane et de Haïti, Saint-Domingue. Ces différentes colonies ont été peuplées fondamentalement par des esclaves venant du Sénégal. Absolument. Dans la reconstruction du peuplement de la Guadeloupe et de toutes les îles avoisinantes de la Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane et de Saint-Domingue, nous avons une succession d'esclaves venant du Sénégal. La question, c'est maintenant de voir avec notre ami qui a parlé de l'expression corporelle au niveau, comment dire, de la Guyane. Est-ce qu'il n'y a pas un rapport quelconque en souvenir avec quelque chose qui viendrait du Sénégal, éventuellement, comme lui, il a parlé de Bouki qui vend sa tente. Est-ce qu'on ne voit pas non plus, à travers la dame qui a parlé de la Guadeloupe,
des genres musicaux, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se rattacherait d'une manière directe ou indirecte avec quand même le pays d'origine, le Sénégal? Alors, ce sont des questions qui me préoccupent en rapport avec le phénomène peuplement parce qu'il y a nécessairement des survivances. Il y a nécessairement des survivances. Maintenant, ce que les gens ont dit, hein, les deux Ibrahima, par rapport à Dramé, mais le patrimoine sénégalais en chanson est très riche sur la question de l'esclavage. Ce n'est pas la peine de rentrer dans les détails, il y a vraiment à manger et à boire. Voilà, merci hein, vraiment de tout ce que vous avez fait. Si, je pense que je me demande s'il ne vaudrait pas mieux regrouper les questions, mais il y a tellement de questions que je me dis que ça va poser problème. Donc, j'aimerais bien que vous répondiez rapidement, si c'est possible, François et Marie-Hélène. Et après, on reprend en groupe de questions parce que là, on ne va pas y arriver. D'accord. Alors, oui, merci pour votre question. Alors, en ce qui concerne comment dirais-je, la ressemblance ou les survivances du Sénégal, dans nos musiques, notamment au tambour, moi, j'en ai pas véritablement connaissance. Et ce que nous disons en Guadeloupe, c'est que nous ne parlons pas de survivance africaine, que ce soit du Sénégal, du Congo, etc. Nous disons que nos musiques au tambour, elles ont un fondement africain. Voilà, elles ont un fondement qui vient donc du continent africain parce que, quel que soit le pays où nous allons, nous retrouvons déjà nos musiques au tambour et nous retrouvons surtout cette considération et cette grande considération pour les musiques au tambour. Mais on n'a pas de particularité envers le Sénégal. Envers les peuples du Congo, oui, parce qu'on a eu deux grandes vagues. On a eu une vague pendant l'esclavage et on a eu une vague après l'esclavage. Mais pour le Sénégal, non. Non. Voilà. Si, vous avez raison. Il vaut mieux regrouper. Mais je vois qu'il y a au moins 5 questions. On ne pourra pas toutes. Donc, je vous écoute. Oui, vous m'entendez? François? Je vais prendre tout. Mais si vous m'entendez, c'est bon, je peux réagir. Oui, toujours dans la lignée de ma collègue, cette question du tambour qui marque l'unité des Afro-descendants en Amérique, c'est quelque chose qui est même de l'ordre d'une revendication de son africanité. Donc, je vais passer très rapidement sur cet aspect-là qu'elle a superbement bien développé. Oui, dans le cadre de mes enquêtes, j'ai pu discuter avec un ami sénégalais qui m'a parlé de la danse Diola. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé, ça va m'excuser. Diola, qui est une danse traditionnelle dans laquelle on trouve des sautillements. Et cet élément-là, on le retrouve chez les Bushinengue, en particulier les Aluku, dans une danse qu'on appelle Awassa, avec le geste de la main de l'araignée que l'on retrouve dans les mythes aussi, dans les contes Aluku Bushinengue. Donc, autre chose qui fait le lien, aussi qui est encore plus fort avec l'Afrique, mais cette fois, c'est le nom Boni, qui est un des héros Aluku, à côté de la communauté Aluku, parce que le nom Aluku, c'est le nom d'un héros également. Et les travaux de Jean Moumon le montrent, et même les documents du journaliste Serge Billet, dans les différentes missions qu'il a opérées afin d'établir une jonction entre la communauté et Boni, ou Aluku en particulier. Donc, il a démontré ce lien assez fort et assez direct avec l'Afrique de l'Ouest, en particulier avec le Ghana et, comme je viens de l'évoquer, pour le Sénégal, avec la question de la danse dans le cadre des échanges avec un ami sénégalais. Donc, si je répondrai rapidement. Merci. Alors, je vous écoute. Prochaine question. Merci. Dramé, bravo pour ton engagement dans la recherche sur les musiques et le rap au Sénégal, en espérant que tu
élargisse ça à d'autres pays africains. J'ai une question par rapport à la réception des chansons de Youssou N'Dour parmi la jeunesse dakaroise, par exemple, ou autres villes du Sénégal. Est-ce que tu as fait une recherche par rapport à la réception de ces chansons? Et qu'est-ce qui fait que Youssou N'Dour s'intéresse sur le plan musical, rap, moderne aujourd'hui? Est-ce un message qu'il veut passer? Est-ce que c'est quelque chose qui le remue personnellement dans tes rapports avec lui? Maintenant, pour vous, par rapport à la question des recherches en Afrique du Nord, pour moi, le Sahara est un lien et non pas une frontière. Et les éditions africaines, malheureusement, par rapport aux éditions européennes, elles n'ont pas de visibilité. Les maisons d'édition n'ont pas de visibilité extérieure au pays. Et ça pose un véritable problème de communication par rapport à ce qui s'édite, ce qui se publie et ce qui se fait. Alors, en ce qui concerne l'Algérie, j'ai enseigné une quinzaine d'années à l'université d'Alger et je peux vous dire que la question de l'esclavage est dans les programmes. Donc, il faut le savoir. Les littératures africaines dans tous les départements d'anglais et lettres modernes sont au programme, aussi bien dans les départements de français que dans les départements d'anglais. Moi-même, j'ai publié un ouvrage sur l'histoire et l'Afrique il y a 3 ans aux éditions Frantz Fanon à Alger. Et par rapport maintenant à la fiction, je suis étonné que vous ne citiez que un ou deux. Kateb Yassine a beaucoup parlé, ça et là, pas un roman sûr, mais la question de l'esclavage traverse, comme la guerre du Vietnam aussi, ses écrits. Rachid Boudjedra parle énormément de l'esclavage dans l'ensemble de ses romans, y compris la question de l'émigration maghrébine et Afrique subsaharienne en France et en Belgique ou ailleurs. Et donc, et d'autres écrivains aussi, comme Rachid Mimouni, comme Maïssa Bey, qui est une romancière algérienne. Elle n'a pas de roman sur l'esclavage, bien entendu, mais les écrivains algériens sont concernés par l'Afrique subsaharienne. Et comme a dit Chinua Achebe, on ne comprend pas pourquoi cette séparation systématique. Et dans ce cas, si certains insistent sur cette séparation, c'est une séparation raciale. Et donc là, c'est inadmissible. Si, donc je vais regrouper les questions. Oui, je vous écoute. Vous allez m'excuser, mais je vais m'exprimer en anglais parce que j'ai peur de faire des erreurs devant toutes ces personnes. Bon, I'm a queer marina, a PhD candidate from the University of Buea, Cameroon. I enjoyed all what you work on, but I paid peculiar attention to Malabon's work because it happens I work in that area of Cameroon. Actually, the right she's talking about in her work, I had the opportunity to experience it in that part of the country. People do it because their ancestors were involved in slavery. They were either sold or enslaved in communities around. So what they do is carry out those rights the goal is to wash away bad luck that is befalling them or the children. So the practice is called, what the bad luck is called Ndo. So actually, when she was presenting, I had the impression that she was mixing up things, concepts, slavery and servitude. What she explained was more related to slavery, and she talked of servitude. I want to know if she's using the two words interchangeably
or she actually makes a difference? Because I didn't get that. Thank you. Servitude, okay. Ça y est, je suis repartie. Alors, on va prendre une autre question avant et des réponses, et après on recommence avec la série de questions. Ça fait une journée là. Alors, une autre question? On va peut-être quand même donner la... Je l'ai entendu tout à l'heure discuter avec le professeur Mansourao à propos du Togo comme point d'origine de la traite atlantique. Je crois à l'époque, dans les catégories géographiques, il n'y avait pas de Togo. Voilà. Donc le Togo appartient à une région qui est à cheval sur la côte de l'Or et le golfe du Bénin. Et ces Togolais-là étaient surtout reconnus dans les Amériques, notamment dans les colonies françaises, là en Louisiane, comme étant des nègres de nation Mina, qui est, comme vous le savez, un sous-groupe des EV, et qui ont une onomastique identique à celle des Akans, où le baptême des enfants dépend du jour de la naissance et du sexe de l'enfant. Kofi, c'est un garçon né un vendredi. Kwame, comme Kwame Nkrumah, un garçon né un samedi. Voilà. Vous voulez répondre? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même, avant qu'on parte dans un désordre complet, je voudrais que, Cheikh, est-ce que vous voulez répondre aux remarques de Ben? Donc, merci bien. Je pense que j'ai une seule réaction. C'est la réaction de notre collègue Ben Aouda. Oui, c'est vrai que quand on enseigne l'esclavage que l'on enseigne l'esclavage dans les écoles, pour moi, c'est tout à fait normal. Je parlais en fait de corpus de fiction littéraire. Et effectivement, on a du mal à trouver un récit, comme je dis entre guillemets, un roman de l'esclavage. Ça, c'est la difficulté. Maintenant, effectivement, nous sommes tout à fait d'accord, tous ces textes-là. D'ailleurs, Rachid Moumouni faisait partie des premiers que j'ai proposés dans le corpus au moment de l'appel. J'ai vu. Mais je voulais vraiment... Oui. J'ai vu, mais je voulais vraiment prendre des textes parce que comme je suis parti sur un espace assez large, je voulais vraiment prendre le temps de comparer des textes. Ne serait-ce que... Oui, non, mais c'est important. Hein, je pense que c'est... Oui. Oui, tout à fait. Les ouvrages édités dans les différents pays, Sénégal, Mali, Conakry ou à Cotonou, n'ont pas de visibilité africaine. Il n'y a pas de circulation du livre à l'intérieur de l'Afrique. Et ça, c'est un vrai problème. Alors que si ça se publie en France, ou à Paris ou à Londres, la visibilité est soudainement dans toute l'Afrique. C'est un point sur lequel les intellectuels, les éditeurs et ceux qui essayent de faire circuler l'information et la culture et la connaissance, c'est un point sur lequel il faut absolument le résoudre, quoi. C'est dans ce sens-là. Oui, mais je voulais insister sur un aspect quand même, parce que ce n'est pas des romans, qu'il manque des romans qui ont été publiés en Afrique et qui n'ont pas de visibilité. Et il n'y a même pas dans les productions, dans l'édition locale, il n'y en a pas. Donc, effectivement, les textes sur lesquels j'ai travaillé, ce sont des textes qui ont été publiés depuis, effectivement, des éditions européennes souvent. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec vous aussi sur le Sahara comme mise en relation, tout à fait. Voilà. Merci. Donc, merci. On va passer à l'autre question qui était assez importante, qui était justement posée en anglais et que la personne qui posait la question disait qu'il y a peut-être une confusion entre, dans le texte de Daris, une confusion entre esclavage et servitude parce qu'elle a travaillé dans ces zones-là et en particulier. Donc peut-être que Daris veut répondre.
Ce que je peux dire, c'est que ce n'était pas une confusion. J'ai choisi le mot servitude à dessein parce que je parle de trois types ces trois périodes de l'histoire de ce peuple bien distinctes. La période de l'esclavage, et dans le texte, je spécifie. Et la période de la colonisation, où là, on parle des travaux forcés. Et la période donc, de la guerre d'indépendance, où les gens vont mourir dans des camps, comme des soldats, ou certains travaillant pour les femmes, qui vont travailler, pas très souvent, pas toujours, selon volonté, bien sûr. Donc c'est pourquoi je parle de servitude, parce que de toutes ces trois périodes, il y a des personnes il y a une servitude involontaire qui est mise en place. Et c'est ça qui crée donc ces rites. Et pour la question du ndo ou de la malédiction, c'est ce que je théorise en termes de traumatisme. Parce que c'est parce qu'ils reconnaissent, ces populations reconnaissent qu'il y a un problème, une malédiction qui conduit à des échecs ou à toute forme de maladie ou bien même de mort, qu'on décide de faire des rites. Et localement, donc, on dit c'est la malédiction. Donc, moi, j'ai essayé je parle des traumatismes et je parle des traumatismes psychologiques. Et les rites apparaissent donc comme des structures ou des institutions qui permettent une sorte de guérison psychologique. Alors, vous allez répondre. Voilà. Je pense que je suis de ce panel le plus chanceux parce que j'ai l'occasion de revoir mon papier et surtout de l'enrichir avec les contributions du professeur et donc de ces professeurs-là. Pour répondre à Ben, que je remercie, parce que je n'ai jamais osé passer le cap, essayer de m'intéresser à la question de l'esclavage, même si je bouffais beaucoup de production du professeur Toub. Grâce à toi, j'ai pu le faire. Mais par rapport à Youssou N'Dour, je pense que c'est très important. En fait, je pense qu'il est possible plutôt de mettre des ponts entre sa vie et sa production musicale. Quand il chantait Demb, c'était le moment où le film Malcolm X était diffusé, où les idées qui sont relatives donc à l'esclavage, à la condition du noir en Amérique, étaient en vogue. Et il a bien fait pour conquérir le public américain de faire le clip avec Spike Lee qui a réalisé le film Malcolm X. Donc je crois qu'il y a un pont qu'il est possible de faire. Et le deuxième morceau que j'utilise, qui est Gorée, est un morceau qui sort juste après qu'il a quitté son poste de ministre de la Culture et du Tourisme d'abord, ensuite ministre du Tourisme. Et ce faisant, il a eu l'occasion de retourner plusieurs fois sur Gorée et d'avoir une autre perspective par rapport à Gorée. Parce que dans cette chanson, il ne parle que de Gorée. Il ne parle pas d'autre chose. Et je pense qu'il y a ces passerelles-là ou ces ponts qu'il est possible de faire. Et la suggestion que vous me faites par rapport à la réception, je pense que c'est un point sur lequel je vais essayer de m'investir. Je vous remercie encore une fois. À vous. Merci Madame la Présidente. Le professeur Sec vient de faire une remarque. Oui, c'est vrai, il a parlé de la nation Mina. En fait, aux États-Unis, on parle de la nation Mina qui concerne une partie des habitants d'Elmina qui a quitté le Ghana pour s'installer à Neho. Pour s'installer à Neho après l'installation des Gains. Et ils sont venus d'Accra. Donc c'est les deux qui forment la nation Mina dont on parle aux États-Unis. Donc ceux de la nation Mina, ceux d'Elmina se prénomment, comme vous l'avez dit, Kwam. Alors que les Gains, c'est Kwami. Donc il y a une petite différence à ce niveau. Mais généralement, le Togo fait partie de la côte des esclaves, qui regroupe le Nigeria, le Bénin, le Togo et le Ghana.
à ce que nous lisons dans les livres d'histoire. Merci beaucoup. Tous, on m'a dit qu'il me restait 2 minutes, bon, il m'en reste plus. Donc je vais conclure et clore la séance. Merci beaucoup pour votre patience et d'être encore, je pense, plein d'énergie pour la suite des événements de ce soir. Et merci aux intervenants pour leur papier formidable et aussi à ceux qui sont en ligne. Merci beaucoup. C'est ici à Dakar, le laboratoire. On fait une photo.